Ok, donc l'idée de ce manifeste, d'ailleurs c'est d'abord appelé une profession de foi, puis un code, puis etc. Ça a été de se poser la question quels sont finalement les grands principes qu'on pourrait noter, qu'on pourrait écrire, qu'on pourrait rédiger, derrière lesquels euh, on serait à l'aise pour prendre position en tant que designer, mais envers des designers au sens large en fait. C'est en tant que personne qui fait du design. Spoiler alerte, en fait, n'importe qui crée quelque chose est déjà un designer, que ce soit quelque chose d'abstrait ou de concret. Et je te laisse y revenir. Et donc, on a essayé comme ça de poser des grands principes. On a eu le plaisir de voir qu'on pouvait y intégrer une théorie euh, liée un peu aux limites terrestres et sociales, qui s'appelle la théorie du donut. Donc, c'était quand même assez cohérent avec notre problématique initiale. Et donc, on a commencé à découper bon, quels sont les aspects pour nous les plus importants pour quelque part faire du bon design. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais voilà. Et du coup, comment après on peut les catégoriser? Donc, on les a catégorisés en 4 parties. Et comment on peut ben, les challenger peut-être aussi au futur, mais en tout cas se les approprier comme un peu une étoile du nord de notre pratique. Ah oui, juste pour finir, du coup, effectivement, c'est une version qui est intermédiaire, hein, même si là, évidemment, on arrive à un moment abouti, puisqu'il y a même une couche graphique qui a été mise par Gildas qui rend le truc très sexy, mais évidemment, le contenu est éminemment challengeable. Hein. Le but, en fait, initial de ce contenu-là, d'ailleurs, c'est plus de favoriser les débats que de vraiment vouloir asséner une vérité. Ouais, alors en fait, effectivement, je pense que ce qui est important dans ce manifeste, c'est que quand j'ai fait le design graphique, j'ai rajouté la petite boussole là dans la partie gauche. Et donc c'est l'idée pour nous, c'est d'avoir un point de départ. Donc déjà, ça, c'est la première partie, c'est les faits ce qu'on constate, c'est le point de départ, c'est là où on est aujourd'hui. Et le reste du manifeste, en fait, va servir à guider nos actions. Et ce que disait Quentin sur le côté évolutif, c'est vraiment hyper important parce que aujourd'hui, on est à un certain point et on a créé cette boussole et maintenant qui nous donne une direction, on va marcher dans cette direction. Et là où on va arriver plus loin, peut-être qu'il faudra qu'on repose à nouveau, qu'on se repose des nouvelles questions parce que forcément le cadre aura évolué, nous-mêmes on aura évolué. Donc, tout ce qu'on a écrit là peut être reconsidéré sous ce nouvel angle, en fait. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça important en tant que designer de comparer à un voyageur. Le monde change autour de nous et nous-mêmes, nous changeons à l'intérieur de ce monde et il faut que nos outils évoluent en fonction de ça. Et donc, ce manifeste, il pose certaines bases mais qui sont valables aujourd'hui, maintenant, pour autant qu'on ait pu les mettre en place avec Quentin et tous ceux qui ont participé. Mais effectivement, c'est challengeable parce que on l'a bouclé il y a, je sais plus, 2-3 semaines maintenant. Mais on pourrait se dire, bon bah tiens, il y a l'intelligence artificielle qui surgit dans le monde. De la conception, de quelle façon ça va bousculer nos pratiques, etc. Et peut-être que ça fera bouger le manifeste parce qu'on aura à réfléchir là-dessus, à se poser des questions sur la façon dont euh, l'intelligence artificielle, c'est un exemple bien sûr, euh, impacte nos décisions, impacte nos pratiques de design, nous impacte nous, designers, en tant qu'être humain, en tant que concepteur. Mhm. Et il y a des choses aussi dont on a discuté un petit peu à la conception, mais qu'on n'a pas complètement intégré. C'est, si tu veux montrer le pied de page, Quentin. Voilà, on a mis tout en bas, tout être humain qui crée un outil est pour nous un designer, mais dans un souci d'inclusion, dans un souci de
de vue globale en fait de la planète, de notre écosystème. On a abordé le fait que à un moment donné, l'oiseau qui fait son nid, il crée quelque chose, il crée un outil. Et il y a pas mal d'animaux en fait qui conçoivent des choses pour leur habitat, qui aménagent leur environnement, qui créent des pistes, qui interagissent avec leur environnement. Et donc, est-ce que le design est uniquement humain? Ça, c'est une question qui peut aussi se poser à l'avenir. Il est question, bien sûr, dans ce manifeste, on le voit justement sur la théorie du donut, avec on a le plancher social. Donc, typiquement, le plancher social, on le place du côté de l'humanité, mais on a le plancher environnemental, qui est le plafond, pardon, environnemental, qui est très important, notre relation avec notre écosystème. Et on pourrait réinterroger aussi ce manifeste en se disant de quelle façon est-ce que on prend en compte notre environnement. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent de façon juridique, par exemple, au droit d'une rivière. Est-ce qu'on peut doter bien sûr, on sait tous à peu près que les animaux sont de droits de plus en plus, mais les choses inanimées, peut-on les doter de droits? Auquel cas, quelqu'un qui abîme ces choses-là pourrait tomber sous le coup de la loi. Et dans un contexte où effectivement notre environnement est quand même bien perturbé par l'activité humaine, hein, puisqu'on parle d'anthropocentrisme, se poser ces questions-là et savoir que nous, en tant que designers, de quelle façon on peut intégrer ces problématiques-là, c'est très intéressant. Et puis, ça va être une évolution future, justement, de ce manifeste, d'intégrer ces données-là aussi et de se dire, OK, on fait du design, mais à quel prix et comment est-ce qu'on va respecter cet environnement et comment est-ce qu'on va le prendre en considération, parce que comment est-ce qu'on va interagir avec lui, c'est-à-dire que je sais pas, parce que là on parle de choses que peut-être je ne maîtrise pas tout à fait, mais ce serait difficile pour nous de se dire non, on arrête de toucher à l'environnement parce que c'est de l'environnement qu'on tire notre subsistance, mais dans quelles limites on peut, avec quel droit donner à cet environnement, dans quelles limites on va l'utiliser pour pouvoir survivre, cohabiter en fait avec le monde vivant, mais le monde du non-vivant, on peut se poser la question aussi du respect de ses ressources. On a l'impression qu'elles sont inertes, ces ressources, mais elles bougent sur le long terme. La Terre est vivante, la roche se transforme. Voilà. Bon, bref. Donc tout ça pour dire qu'on s'est posé beaucoup de questions. On a été un petit peu loin, mais pour l'instant, on est resté un petit peu centré sur l'être humain, ce qui est déjà un premier point de départ. Et moi, j'avais envie de parler un petit peu de design graphique, si ça vous va, sur la charte. Donc moi, je suis reparti parce que c'est moi qui ai conçu cette page. Je suis reparti effectivement d'éléments qui existaient déjà dans la charte de Donut Panic. Mais c'était intéressant de se plonger sur ces éléments qui existent déjà. Donc déjà, le donut, je trouve que c'est un symbole intéressant par sa rondeur, et quelque chose de gourmand, de généreux. Et je trouve que c'est bien qu'on ait ça pour la communauté de Donut Panic parce que on a envie de donner, on a envie de partager, on a envie de montrer nos ressentis. Il y a plein de choses, plein d'idées qui peuvent passer autour du donut. Et ce moment où on partage quelque chose qui est bon, c'est vraiment un symbole qui est intéressant. Le symbole du cercle aussi, les choses sont reliées et on n'est pas des petits segments les uns à côté des autres. Voilà, tout est lié. Il y a aussi cette idée des toppings que j'aime bien dans tous ces petits vermicelles de couleurs qui montrent toutes les nuances. Ça peut être toutes les nuances des designers, des personnalités qui sont présentes dans la communauté, mais ça peut être aussi une image, par exemple, de toutes les ressources qu'on va créer, tous les projets qu'on va créer. Et donc, tous ces petits toppings qui sont dispatchés tout autour de
du manifeste, c'est un petit peu l'image de cette vie qui rouille, qui est pas forcément très organisée, mais qui quand même interagit ensemble. Et voilà ce que j'ai perçu un petit peu de cette charte de notre panique en travaillant dessus. Après, pour la forme globale, tu peux dézoomer un petit peu, Quentin? C'est moi qui ai la main, mais je le fais aussi. Ah oui, pardon. Okay. Yes. Ouais, Quentin, quand on a lancé le projet, avait émis le souhait effectivement d'avoir une forme qui soit proche un petit peu de quelque chose d'officiel. Je vous avais sorti des images de la Déclaration des droits de l'homme, mais bon, mon stream n'a pas voulu fonctionner, je peux pas vous les montrer. Mais l'idée, c'était ça un petit peu, d'avoir quelque chose en même temps, chose d'un petit peu ludique, avec ce donut qui est une image assez sympathique, et en même temps, inscrire ça dans une forme qui devienne un petit peu officielle, et c'est important parce que ça montre un certain engagement, en fait. D'avoir cette forme un peu standardisée, très officielle en fait, qui permet de se dire ok, c'est du sérieux aussi quoi. Quand on travaille là-dessus, quand on prend en compte ces éléments-là, ça rigole pas. Il y a des vrais enjeux et l'engagement, si on veut suivre ce manifeste, l'engagement il est réel et les besoins et les objectifs sont réels aussi, quoi. Voilà ce qu'on pouvait en dire un petit peu de ce manifeste, je crois. Si Quentin, tu as des choses que tu veux ajouter, sur lesquelles tu veux rebondir, des choses que je n'ai pas précisées peut-être. Non, je trouve que tu as fait un bon tour d'horizon sur effectivement l'orientation et le pourquoi du comment. Effectivement, ça soulève énormément de questions. On essaie de répondre à certaines d'entre elles. Et à la fois, effectivement, les réponses qu'on apporte sont pas forcément les bonnes, ou en tout cas, elles peuvent être remises en question. Donc, le but est que ce manifeste soit une matière aussi dont on s'empare collectivement. Donc, si vous voulez réagir au manifeste, manifestez-vous. Et du coup, il sera à disposition sous peu dans le site de notre panique qui va chapeauter vraiment toutes les initiatives qu'on va faire. Je vous invite aussi à aller découvrir la présentation que Quentin a fait dans la chaîne du projet Exquis, le manifeste, pour expliquer un petit peu la manière d'utiliser le manifeste que vous pourriez avoir et surtout sur laquelle on va essayer de s'orienter pour valider les ressources. Ça, c'était top. Tu as bien expliqué comment on va pouvoir mettre en œuvre les choses. Alors, on va voir avec quelle rigueur on va faire ça, mais ça va être donc prochainement des grandes cérémonies qu'on va essayer de faire ensemble. Il y a un truc que j'ai oublié de dire d'ailleurs, que j'avais pensé, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Sur les réseaux, à droite à gauche, on voit pas mal de choses comme ça qui émergent en fait, des manifestes, des gens qui essayent de cadrer leurs pratiques. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que nous, c'est vrai qu'on a fait notre truc de notre côté, on s'est essayé à l'exercice, mais on n'est pas les seuls. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que les designers et d'autres corps de métier aussi ressentent le besoin de se donner un cadre, ressentent le besoin de se donner une direction. Et donc, c'est vraiment important, je trouve, d'être attentif à ces choses-là, parce que de toutes ces petites... de tous ces petits désirs d'avoir une direction, de créer un code, un manifeste, une profession de foi, peut émerger quelque chose de plus grand à terme. On sent que les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut rester attentif à ça, rester attentif à ce besoin, travailler dessus si possible, puis à terme, créer du lien avec d'autres qui travaillent dessus aussi, pour que quelque chose de fort émerge en fait. Planet Panique n'est pas la seule communauté de designers. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins spécialisés effectivement dans le digital ou dans le design graphique ou dans le design d'objets, enfin, etc., etc. Mais peut-être qu'il
il peut y avoir un mouvement plus vaste des designers qui se crée. Et donc, voilà, pour pouvoir participer pleinement à un mouvement de cette ampleur, il faut mieux être attentif à ces choses-là. Ouais, ça me fait même germer une idée parce que je vois de les différentes initiatives là dont tu parles et je pense qu'on va essayer de là on va mettre en avant le manifeste et puis on va essayer de solliciter potentiellement ces personnes qui ont eu ces initiatives pour échanger avec eux, ce qui sera intéressant de voir parce que je pense que ces différents manifestes ont le droit de vivre ensemble les uns avec les autres et ça sera intéressant d'avoir un regard un peu différent, de comprendre les objectifs de chacun. Donc ça peut être une prochaine étape d'échanger avec ces personnes-là. Ouais. Et, Tout à fait. et alors, petite pause culturelle, parce que ça me fait penser à quelque chose que tu viens de dire. Tu as parlé de toute cette pluralité de designers qui est représentée par ces toppings qui sont présents sur l'ensemble du manifeste. Et du coup, je vous invite à aller lire une BD qui a eu le Fauve d'Or à Angoulême cette année, qui s'appelle La couleur des choses. Et donc, c'est une BD où les humains sont représentés par des pastilles vues du dessus. Et pour votre information, les pastilles allongées, ce sont des chiens. Donc, on n'est pas tout à fait raccord par rapport à la BD, mais c'est ultra intéressant comme approche et c'est une BD qui a chamboulé le monde de la BD. Donc, La couleur des choses de Martin Pancho. Et donc, voilà, je trouve le petit clin d'œil assez sympathique pour le relever. Merci Gildas et merci Quentin. On en reparle très rapidement. De toute façon, la prochaine étape pour le manifeste, c'est de le faire découvrir au monde.